Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui on va parler des SCI et notamment comment économiser de l'impôt. Et juste avant, jingle. J'espère que vous allez bien, nous on va très bien, on revient tout juste de la visite d'un de nos chantiers en cours sur des locaux commerciaux et le chantier se passe bien, on a quelques soucis de fuite mais qui normalement seront réglés début de semaine prochaine et on espère avoir une livraison d'ici une dizaine de jours. Donc nous ça nous fait plaisir, on aime quand ça avance et qu'on n'a pas trop de problèmes. On va pouvoir démarrer l'épisode comme d'habitude avec la boom anecdote. Cette semaine on voulait parler un petit peu de la loi de finances, que peut-être que si vous l'avez lu dans les journaux, vous l'avez entendu à la radio, sur les réseaux sociaux, le gouvernement dit que l'an prochain va falloir se serrer la ceinture, parce qu'ils ont dépensé trop d'argent on ne sait où, vu qu'on n'en a pas vu la couleur, probablement dans le Covid ou dans les poches de personnes dont on citera pas de nom, et la nouvelle idée qu'ils ont eue pour... Donc en fait là ils sont en train de nous teaser qu'ils vont faire augmenter petit à petit la fiscalité, on va soit avoir des nouvelles taxes, soit on va perdre des exonérations, et il y en a une qui nous touche particulièrement dans le domaine de l'investissement, c'est qu'on fait des travaux, on fait de la rénovation, et aujourd'hui il y a un avantage fiscal sur la rénovation de logement, c'est un taux de TVA préférentiel à 10% au lieu de 20%. C'est ça, quand on est particulier, c'est l'avantage, on a ce taux de 10% qui du coup diminue quand même largement l'enveloppe travaux. Donc du coup, ils ont prévu de le passer à 20, comme ça tout le monde, pas de jaloux, société et particulier, on paye tous le même montant. Exactement, et c'est assez bête parce que en réalité c'est un avantage fiscal à la fois pour les entreprises et les particuliers, parce que quand vous êtes une boîte, au final si vous récupérez de la TVA et que vous devez la déduire, finalement c'est transparent pour vous, mais quand vous êtes un particulier, c'est sur vous que pèse la TVA. Donc l'avantage de mettre une TVA à 10, c'est que ça va réduire un petit peu le montant du prix que vous allez payer pour vos travaux, et pour l'artisan, ça lui permet de valoriser un peu plus ses devis et d'entre guillemets faire des devis moins chers, donc potentiellement d'en faire plus. Et là en fait ils sont en train de nous sortir tout un truc sur les DPE, la rénovation énergétique des logements, faire des logements décents, la fin des passoires thermiques, donc ça on est 100% d'accord avec, c'est certain. Cependant c'est assez drôle quand ils vous disent qu'il va falloir rénover les logements et qu'en même temps ils vous disent qu'on va augmenter la fiscalité sur le montant de la TVA afférent à ces travaux. Donc c'est toujours marrant de voir ce que peut nous trouver ce gouvernement. Après on verra si ça va au bout ou pas, parce que là c'est juste sorti dans la presse, c'est l'inspection générale des finances qui l'a recommandé, c'est pas sûr que le gouvernement l'utilisera. A priori, même si c'est mis en place, ça ne concernera que la rénovation qui ne concerne pas l'amélioration du DPE, donc les performances énergétiques, sachant qu'en général, normalement si vous rénovez un appartement, vous refaites forcément l'isolation, donc en principe si vous touchez à l'isolation et que vous rénovez le reste, vous bénéficierez d'une TVA 10 sur l'ensemble. Il t'est arrivé autre chose aussi cette semaine sur un bien pour Paris. Ah oui, ça c'est tout récent et ça m'a vraiment fait beaucoup rire, donc je voulais le raconter aussi dans ce podcast. En fait, avec des associés, on cherche à créer une SCI pour lancer un projet d'association et acquérir des biens. En plus. Oui, j'en ai probablement déjà parlé dans un autre podcast. On continue les recherches, on prend notre temps parce que tout le monde a un peu ses projets de côté, puis c'est pas forcément l'excellente période pour lancer un nouveau projet de société, trouver une banque qui finance 4 associés avec la complexité que c'est pour monter le dossier, c'est pour ça qu'on prend notre temps. Et en fait, on a un de nos associés qui nous a proposé un bien sur Paris, mais un truc impossible à trouver. C'est-à-dire que c'était un appartement T2, 30 mètres carrés, les photos, ça demandait un petit rafraîchissement, c'était un peu vieux, je pense que la dernière fois qu'il y a eu des travaux dedans, ça doit être les années 2000. C'était honnêtement correct, et c'était surtout le prix qui nous a interloqué, on était à 142 000 euros. Donc on était à 4300 euros du mètre carré dans Paris même. Et c'est un mauvais quartier, on est proche de la place de Stalingrad. Alors si vous connaissez Paris, vous savez que c'est là-bas où il y a les craquettes, où il y a énormément de trafic en tout genre là-bas. Donc c'est pas les plus beaux quartiers de Paris, c'est certain, mais on est quand même dans Paris. Je me dis mais c'est pas possible qu'on soit sur un prix aussi bas, il y a forcément un loup. Alors on commence à faire des plans sur la comète, on se dit l'immeuble est en train de s'effondrer, il doit y avoir des squats, ou alors la criminalité dans la rue est incroyable. On se dit qu'il faut aller voir sur place. Donc notre ami qui est sur Paris, on lui dit écoute c'est pas grave, tu vas visiter, et dans tous les cas sauf s'il y a un truc rédhibitoire, tu fais une offre au prix direct et tu cherches pas à négocier, parce qu'à ce prix là c'est juste impossible normalement de trouver un appartement à 142 000 euros dans Paris. Enfin je veux dire, même s'il y avait un problème rédhibitoire type un squat ou quoi dans l'immeuble, c'est tellement peu cher pour Paris, on était quasiment à moitié du prix de ce que ça vaut réellement. Je me dis il y a quelque chose à faire. Il se retrouve qu'il il arrive à joindre le propriétaire le lendemain, donc c'était un bonhomme qui passait sans agence, donc il vendait en direct.
direct. Il arrive à l'avoir au téléphone et là il se rend compte qu'en fait c'est un giga boomer qui s'est trompé sur le montant de l'annonce, qui l'a mis à 142 000 €, alors qu'en fait le prix auquel il propose son bien c'est 342 000 €. Et vraiment celle-là, ça nous a, enfin moi perso ça m'a scié parce que je me dis, moi, je publie beaucoup d'annonces sur le Bon Coin, on vérifie quand même ce qu'on fait. Surtout le prix, quoi. Enfin, encore t'es pas précis sur des infos, ça peut arriver, mais le prix. Exactement, c'est comme si vous mettez un appart à la location quand vous êtes investisseur, vous vérifiez le loyer, vous voulez surtout pas vous être trompé sur le loyer, et que quand le mec il vient visiter, vous vous retrouvez à vous dire, ah oui, sur l'annonce c'était 500 €, et en fait c'est pas 500 €, c'est 600, enfin, ça va, juste le mec il va se sentir arnaqué, va se sentir lésé, et puis vous avez l'air con, et même d'un point de vue juridique, quand vous annoncez un prix sur une annonce, si la personne en face elle accepte votre offre, en soi, si on va vraiment chercher la théorie générale du droit des contrats, vous êtes obligé de contractualiser avec la personne. Donc en plus d'un point de vue juridique, c'est chaud. Enfin bref, on va s'éterniser là-dessus, ça nous a fait rire et forcément c'était un boomer. Je me suis dit, podcast quitte le boomer dream, le rapport était tout tracé. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de la SCI et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour économiser, payer moins d'impôts. Du coup on peut déjà expliquer qu'est-ce que c'est une société. Alors, une société, déjà, c'est une personne morale en droit français. On va faire un petit peu de droit rapidement. Bon, c'est un peu notre tasse de thé à tous les deux. C'est de se faire plaisir sans rentrer dans des détails incompréhensibles. Sans faire chier tout le monde. Exactement. Donc, une société, c'est déjà une personne morale. C'est-à-dire qu'en droit français, on distingue vraiment la personnalité juridique des personnes physiques et des personnes morales. C'est-à-dire que quand vous avez une société, elle a une personnalité qui lui est propre. Ça veut surtout dire qu'elle a un patrimoine qui lui est propre. Et ça, c'est hyper important de bien comprendre que quand vous avez une société, même si vous êtes le seul associé, vous détenez 100% des parts, vous avez beau dire c'est ma société, oui, in fine, vous êtes l'associé et si on liquidait la société, 100% du patrimoine détenu vous reviendrait dans vos mains. La réalité, c'est qu'en droit français, vous pouvez pas faire n'importe quoi parce que tant que votre société existe, elle est considérée comme avoir une personnalité et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi avec le patrimoine de votre SCI, de votre société, ça peut être tout simplement considéré comme de l'abus de droit ou du détournement de fonds. Enfin, il y a des qualificatifs juridiques, voire parfois pénals, qui peuvent être retenus, surtout fiscal la plupart du temps. Donc ça, c'est déjà la première chose à savoir. Pareil, pour vous donner un exemple, moi j'avais un client, alors lui il était dans tout ce qui est agence immobilière, etc. Il faisait des diagnostics, enfin voilà, c'était tout ce qui était un petit peu immobilier. Et du coup il avait une grosse société principale qui rémunérait du coup sa petite structure. Et quand je vous dis qu'il vivait sur sa société, c'était que vraiment tout passait, les voyages... Alors les restos, ok, mais il y avait des limites, les courses, l'essence. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, quand on abuse comme ça, il a pris un redressement de l'URSSAF. Je crois que c'est 100 000 € là actuellement qu'il doit aux huissiers à l'URSSAF. C'est un truc de malade. Énorme. C'est énorme et il payera jamais. Ça va couler la boîte. C'est ça va couler la boîte. Et lui, par derrière, il risque quand même... son patrimoine personnel. Voilà, son patrimoine personnel, sa maison, sa voiture, je sais pas s'il a des enfants, mais c'est pas idéal, quoi, donc ne faites pas ça. Oui, en effet, là on vient sur la première notion qui est, en fait, ce que peut dépenser une société, c'est ce qui est dans son intérêt. Donc c'est là où on reparlait justement de la personnalité juridique de la société, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une dépense avec le compte de la société tant que c'est dans son intérêt. Et là, comme dans l'anecdote que nous racontait Marie, s'il y a des choses qui est dans votre intérêt à vous, et pas dans celui de votre société, ça s'appelle de l'abus de droit. L'abus de droits sociaux. Exactement, de l'abus de droits sociaux. Et c'est pénalement puni, donc... Et surtout fiscalement. Enfin, la plupart du temps, c'est très rare que vous ayez des vraies conséquences pénales. La plupart du temps, ça va surtout être très cher pour vous. C'est que les URSSAF et les impôts vont venir toquer à la porte et vous dire, bon, ben, ça vous l'avez déduit, vous nous devez tant, et avec des majorations. C'est ça, parce qu'ils considèrent que c'est de la rémunération cachée, et enfin bon, bref. On peut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment faire attention quand même à ce qu'on fait sur la société. Oui. On est parti tout de suite dans le détail, alors qu'on devait présenter le sujet général. On va quand même, pour présenter les sociétés, on va plus ou moins les distinguer en deux grands types de sociétés. Vous avez d'abord d'un côté les sociétés commerciales, et vous avez de l'autre côté les sociétés civiles. Grosso modo. Après, on peut rentrer plus ou moins dans l'exercice des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux, mais bon, on va rester grosso modo dans les sociétés commerciales. Les sociétés civiles qui vont plus nous intéresser aujourd'hui. Les sociétés commerciales, on vous les détaillera peut-être un jour dans un podcast dédié, mais ça s'adresse plus, je pense, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, quand on veut créer par exemple un patrimoine immobilier ou juste faire monter son patrimoine, peut-être faire de la transmission à ses enfants. On utilise rarement ces outils-là si on n'a pas une entreprise derrière. Donc tout ce qui est SARL, SAS, SA, on va le mettre de côté.
On aura peut-être une ou deux questions là-dessus en fin d'épisode, mais on va principalement se concentrer sur les sociétés civiles. Donc une société civile, comme son nom l'indique, c'est qu'elle va avoir un objet qui va être civil, donc par extension qui n'est pas commercial. Donc là, on va rentrer dans la grande théorie juridique, mais c'est vrai qu'on distingue habituellement le droit commercial du droit civil. Le droit civil, la plupart du temps, c'est ce qui va concerner les individus et qui n'a pas vocation à faire commerce à un tiers. Pour résumer ça, donc ça va être la plupart du temps des opérations patrimoniales au sein d'une famille ou par exemple entre tiers qui ont décidé de s'associer, d'investir ensemble, ou éventuellement certaines professions qui ne sont pas commerciales, parce que vous avez les avocats, les experts comptables qui peuvent créer des sociétés civiles pour s'associer et exercer leurs activités. Là aussi on va pas rentrer dans le détail, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va rester grosso modo sur le type de société dont on entend le plus parler, qui est les SCI, donc c'est une société civile dont l'objet est de l'immobilier. Vous avez beaucoup de types de sociétés civiles différentes, mais c'est vrai que la SCI, je pense que on n'a pas les chiffres, mais probablement que 95% des sociétés civiles qui sont immatriculées sont des SCI. Et en fait, on attend partout, faites des SCI, ça permet d'économiser de l'impôt, de réduire vos frais, c'est intéressant d'un point de vue financier, mais il faut quand même savoir pourquoi, rentrer dans le détail, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout se rendre compte que c'est pas simplement en créant une SCI vous allez économiser de l'impôt, c'est vraiment en faisant une vraie stratégie fiscale et juridique que vous allez pouvoir améliorer votre situation patrimoniale, et encore si ça rentre dans votre stratégie. Du coup, on a bien compris, la société civile immobilière, c'est une société de personnes. Julien l'a pas précisé, mais dans les sociétés civiles, on est obligatoirement deux. Je sais que pour les sociétés commerciales, il y a des souplesses récentes d'ailleurs qui peuvent être faites, mais sur les sociétés civiles, on est obligatoirement deux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une société civile immobilière ? Que vous êtes tout seul actuellement dans le projet, vous prenez le papa, la maman, vous leur mettez une part et vous prenez le reste, et comme ça permet de lancer la société. Exactement, surtout que si par exemple vous faites une société avec 1000 parts, si vous donnez une part à votre tante Michu par exemple, en fait elle aura 0,1% des parts, donc en fait vous aurez quasiment 100% des droits de vote. Sa responsabilité est très limitée et elle ne peut pas interférer dans les décisions qui sont prises dans la société. Exactement, et dans tous les cas, le bénéfice à la fin de la société, à 99,9% de celui-ci, c'est vous qui le récupérerez. Et si elle est sympa, elle vous le repasse par derrière. Sachant que, ça peut être une petite anecdote qui est intéressante, mais par exemple dans le cas où vous êtes associé d'une SCI avec un de vos parents, et que celui-ci décède, vous héritez des parts, par exemple si vous êtes enfant unique, vous pouvez avoir 100% des parts d'une société civile. Alors en théorie, d'après le code civil c'est pas possible, mais dans les faits, en fait il faut qu'une personne ait intérêt à agir, à vous empêcher d'être tout seul dans une SCI. Or ça n'arrive jamais, moi j'ai plusieurs clients qui ont eu le cas, parfois ça peut être malheureusement ils sont veufs, ils étaient associés avec leur épouse et ils se retrouvent tout seuls dans la société, et donc ils sont seuls associés d'une société civile. Mais c'est le seul cas où ça peut arriver, vous ne pourrez jamais immatriculer une société civile si vous êtes tout seul. Du coup, la SCI, elle a deux régimes, parce que c'est ce qui nous intéresse, elle a deux régimes fiscaux possibles. Tu peux nous expliquer un petit peu le régime de l'impôt sur le revenu quand c'est une SCI ? Oui, alors le régime dans l'impôt sur le revenu, c'est ce que vous aurez, c'est le régime de base. Donc par principe, vous êtes à l'impôt sur le revenu sur une société civile, c'est-à-dire que la fiscalité de la société est transparente. C'est-à-dire qu'en fait, on n'impose pas directement le bénéfice de la société à l'intérieur de celle-ci, donc elle ne va pas faire sa propre déclaration fiscale auprès de l'administration et payer ses impôts. On va directement partager le bénéfice entre les associés à proportion de leur part, et ils devront payer l'impôt directement, donc l'impôt sur le revenu et surtout les prélèvements sociaux, donc au taux de 17,2% pour les prélèvements sociaux, et l'impôt sur le revenu, ça dépend de votre tranche marginale d'imposition, 11%, 30%, 41% ou 45%. Donc on voit tout de suite que ça peut faire très mal. Prenons par exemple juste le cas où vous gagnez, je pense que quand on gagne à peu près 3 000 euros par mois, on est directement fiscalisé dans la tranche marginale à 30%. Donc si vous avez une société civile à l'IR, qu'elle touche des loyers, que à la fin, quand on déduit les charges qui le sont, vous récupérez la partie des loyers qui vous revient, ces loyers vont directement être taxés à 30% d'impôt sur le revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Vous êtes quasiment directement à 50% d'impôt, grosso modo. C'est vrai que la société civile immobilière, à l'IR, la fiscalité est quand même assez lourde, tout au long de la vie de la SCI. Oui, surtout. C'est peut-être pas optimal. Je pense qu'en fait, elle a été créée il y a quelque temps
même il y a beaucoup de temps. Mais le problème, c'est qu'avant, les tranches d'imposition et surtout les prélèvements sociaux n'étaient pas aussi importants, donc du coup, on le sentait moins. Mais là, vu la dynamique, plus ça avance, plus l'impôt augmente, et du coup, c'est de moins en moins intéressant d'avoir recours à la SCI à l'IR. Il y a un cas en particulier où c'est intéressant d'avoir la SCI à l'IR ou pas ? Oui, il y a effectivement un cas. Alors juste avant de le préciser, je reviens rapidement sur ce qu'a dit Marie. Oui, parce qu'en réalité, si vous mettez simplement 30 ans en arrière, alors je sais plus la date exacte de création des prélèvements sociaux, mais c'était sous Mitterrand, donc ça situe un peu le calendrier. Et en fait, à l'époque, vous n'aviez que l'impôt sur le revenu, et sachant que la tranche marginale d'imposition la plus haute, c'était que 41%. La tranche à 45 a été créée en 2012. Donc vous voyez bien qu'à l'époque, même si vous étiez le plus fiscalisé possible, sur vos loyers, vous payez au maximum 41% d'impôts. Et le problème, c'est qu'ils ont fait monter année après année les prélèvements sociaux. Donc d'abord, les prélèvements sociaux, ils ont été à 2, à 5, à 7, à 10, à 12, à 15, et puis depuis 2018, ils sont à 17,2. Donc c'est surtout les prélèvements sociaux qui viennent alourdir votre fiscalité et renier ce qui reste vraiment à la fin de votre poche. Et la vraie problématique en plus de la SCI à l'IR, c'est que comme on a dit que les loyers étaient taxés directement entre les mains des associés à proportion de leur part, vous allez être dans la catégorie d'imposition des revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, c'est quand vous louez un bien nu. Vous vous en souvenez, on a parlé dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 4, je ne sais plus, de la fiscalité, et on avait expliqué que louer nu, c'était pas du tout intéressant parce que vous aviez très peu de choses qui étaient déductibles. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec votre loyer, très peu de charges que vous allez pouvoir déduire par rapport à la SCI à l'IS, qu'on verra tout à l'heure, et par exemple aux locations meublées dont on parlait aussi dans l'épisode 4. Donc vous allez vous retrouver avec très peu de charges déductibles, énormément d'impôts à payer, et en plus vous aurez la plupart du temps, si vous avez fait un prêt, votre crédit à payer en face. Donc vous allez vous retrouver avec un problème de trésorerie où on va taxer entre vos mains des loyers qui auront payé le prêt et que vous n'aurez plus sur le compte. Donc c'est pour ça que vraiment la location nue est à l'intérieur de ce... in fine, à l'intérieur d'une SCI à l'impôt sur le revenu, c'est pas intéressant. Le seul cas, comme le soulignait Marie, il y a peut-être un cas qui est intéressant dans une SCI à l'IR, c'est le cas où vous allez acheter un bien avec une grosse possibilité de plus-value, et plutôt à long terme, parce que l'avantage quand même quand on est dans une SCI à l'IR par rapport à l'IS qu'on verra tout à l'heure, c'est que vous êtes dans le régime des plus-values des particuliers, donc des plus-values immobilières des particuliers, et vous avez des abattements pour durée de détention qui commencent à partir de 5 ans. Donc plus vous allez garder le bien longtemps à l'intérieur de votre SCI à l'IR, plus vous allez avoir des abattements qui vont être importants, sachant qu'au bout de 30 ans, vous êtes exonéré. Et si vous n'avez pas beaucoup de loyer, vous avez un rendement qui est très faible, forcément, rendement faible, vous avez peu de loyer taxé, donc vous allez payer peu d'impôts pendant la durée de vie de la SCI. Et le jour où le bien va être vendu, là, si vous l'avez gardé, par exemple, 20 ans, 25 ans, vous avez une très grosse plus-value. Elle sera moins taxée grâce aux abattements à l'impôt sur le revenu que si vous aviez été dans une SCI à l'IS, comme on le verra tout à l'heure. Sachant que, pour rapidement vous donner les taux, la fiscalité immobilière des particuliers, vous avez un taux d'imposition fixe à 19%, des prélèvements sociaux. Après, vous avez aussi un système de surtaxe quand vous avez des plus-values très importantes. Mais retenez, grosso modo, vous êtes taxé à 36,2 quand vous êtes en plus-value immobilière des particuliers. Après, l'avantage de la SCI à l'IR, c'est que, vous allez le voir par rapport à la SCI à l'IS, c'est que vous disposez bien évidemment du coût de l'argent comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez prendre sur le compte de la SCI ce qui est disponible sans qu'on vienne vous chercher sur de l'abus de biens sociaux ou ce genre de choses. Et oui, c'est ça. Non, mais c'est une différence. C'est vrai que t'as raison de le dire, parce que c'est vrai qu'on parlait justement de l'abus de biens sociaux en introduction de l'épisode, et c'est intéressant de savoir que en fait l'abus de biens social, il faut avoir un intérêt pour venir vous le reprocher. Et forcément, l'administration fiscale vient vous le reprocher quand ça vous permet d'avoir payé moins d'impôts que ce que vous auriez dû payer, donc ça c'est normal. Mais quand vous êtes dans une SCI à l'IR, de toute façon, vu que le produit de la SCI est taxé entre vos mains, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le cash sur le compte de la SCI. C'est sûrement pas l'administration fiscale qui va venir vous dire quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, elle récupérera l'impôt sur votre dos. En revanche, imaginons que vous soyez associé avec quelqu'un d'autre. Si vous faites n'importe quoi avec les fonds qu'il y a sur la SCI, cette autre personne pourrait avoir intérêt à agir contre vous en justice, en estimant que vous avez abusé de l'argent qu'il y avait sur le compte de la SCI. Enfin, la plupart du temps, c'est simplement si vous lui avez pas donné sa part, grosso modo. Donc, c'est vrai que c'est quand
quand même beaucoup plus simple, même en termes administratifs. Vous n'avez pas d'obligation de tenir une comptabilité sur une SCI à l'IR. Ça aussi c'est important, si vous êtes allergique au papier, que vous n'avez pas de comptable, c'est sûr que la SCI à l'IR, ça sera 10 fois plus facile que la SCI à l'IS. Mais voilà, retenez que la SCI garde sa personnalité morale, mais comme vous êtes taxé à votre nom propre, c'est pas l'administration fiscale qui viendra vous dire quoi que ce soit si vous décidez de vous verser tous les mois ce qui tombe sur le compte de la SCI. Ok pour la SCI à l'IR, passons à la plus intéressante. La SCI à l'IS. Yes. Alors, du coup, bon, comme Julien il l'avait expliqué, c'est que la SCI de base elle est à l'IR, quoi qu'il arrive. Donc du coup, vous devez opter pour l'IS. Tu peux nous expliquer un petit peu du coup l'intérêt principal de la SCI à l'IS ? Alors l'intérêt de la SCI à l'IS, il y en a plusieurs. Le vrai intérêt, c'est que quand on parle que sur une SCI vous allez payer moins d'impôts, c'est en la passant à l'impôt sur les sociétés. Si vous restez à l'IR, que vous soyez en nom propre ou en SCI, ça ne changera rien. Si vous la passez à l'impôt sur les sociétés, là pour le coup, ça va changer beaucoup de choses sur votre fiscalité. La première chose qui va changer, c'est déjà votre taux d'imposition à l'intérieur de la SCI. On a vu tout à l'heure que quand vous étiez dans une SCI à l'IR, si vous étiez fiscalisé dans une tranche marginale à 30%, plus vos prélèvements sociaux, vous étiez quasiment à 50% d'impôts. Là maintenant, dans une société à l'IS, vous êtes fiscalisé à 15%, jusqu'à 42 500 € de résultats, donc c'est quand même beaucoup. Il faut les faire quand même, sur une SCI. Exactement. En grande masse, il faut se dire que c'est une SCI qui crache à peu près 100 000 € de loyer pour arriver aux 42 500 de bénéfices nets. Donc c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Et au-delà, vous serez taxé à 25%, sachant que justement, on parlait de l'évolution de la fiscalité, et ça c'est intéressant de le noter, c'est que si on se remet, je pense, 20 ans en arrière, vous aviez une fiscalité des particuliers qui était moins forte, mais vous aviez une fiscalité des entreprises qui était davantage. À l'époque, vous étiez à un tiers, on était à 33,3, c'est ça, de fiscalité sur l'impôt sur les sociétés. Donc vous payez à l'époque plus d'impôts quand vous étiez à l'IS et moins d'impôts quand vous étiez à l'IR. Donc là on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé, et c'est là où on voit qu'en général, moi je le vois vraiment dans mes clients, les anciennes générations sont assez désavantagées sur ce point-là, c'est que beaucoup ont fait des sociétés à l'IR. Oui. À l'époque, justement, c'était plus intéressant de le faire à l'impôt sur le revenu, et ils se font matraquer fiscalement. Moi, je vois souvent... mais au bout d'un moment, on peut pas gagner partout non plus, hein, tu m'excuseras, mais... Oui, bon, déjà, au moins, ça contribue à payer un peu leur retraite. Si vous le dites. Hop, merci Siri, désolé, vous avez entendu la montre qui s'active souvent. Et effectivement, quand on a eu cette évolution de la fiscalité, donc de l'impôt sur le revenu qui a augmenté, la fiscalité à l'IS qui a baissé, naturellement les investisseurs ont recommencé à créer des nouveaux projets avec des nouvelles SCI qui étaient à l'impôt sur les sociétés, où là pour le coup ils payent moins d'impôts. Donc c'est là où on voit qu'il faut toujours être agile, et qu'une règle qui est vraie aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. C'est pour ça que c'est important pour vous que vous teniez toujours informé de ce qu'il se fait, et ce n'est pas parce que vous êtes à jour de toutes les règles en 2023 qu'en 2030 ça sera encore le cas, ça sera peut-être complètement différent, il y aura peut-être même un nouveau régime fiscal pour les sociétés immobilières, on peut l'imaginer, il y a des pays qui sont très inventifs sur des styles de fiscalité. Rien que si par exemple si on fait un comparatif rapide, ça fait une petite anecdote de plus sur la fiscalité américaine par exemple, aux États-Unis, pour être accusé d'abus de biens sociaux, il faut vraiment y aller, parce que là-bas ils sont très peu regardants sur la comptabilité. Faut détourner de l'argent en fait, quasiment. Oui, faire du trafic, du blanchiment d'argent et du trafic d'armes ou du trafic de drogue, parce qu'en réalité aux États-Unis il n'y a pas cette notion de personnalité morale comme vous avez ce qu'on appelle en droit français. Vraiment là-bas vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez avec votre société, on considère qu'elle est à vous. Ce que naturellement on a tendance à penser, c'est assez une particularité française et européenne par rapport au droit anglo-saxon, de avoir cette idée de personnalité morale qui n'existe quasiment pas chez eux. Et pourquoi, pour revenir à nos moutons, pourquoi l'IS est aussi intéressant, c'est avant tout parce qu'en fait vous allez être sur un régime de fiscalité des entreprises. Oui, BIC du coup. Exactement. Et que du coup vous allez pouvoir pratiquer des amortissements sur vos biens immobiliers. Et alors là... Alors, qu'est-ce qu'un amortissement ? Du coup, c'est le point comptable de l'épisode. Du coup, quand vous avez un investissement, donc ce que j'entends par investissement, c'est quelque chose qui vaut plus de 500 €. En fait, on va fractionner le prix de l'investissement. Par exemple, je sais pas moi, un immeuble, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais imaginons, une voiture, on achète, elle vaut 25 000. Si on la fractionne en 5 morceaux, et chaque année, au lieu de déduire directement les 25 000, on étale le prix de l'investissement sur les années qui viennent. Donc sur votre investissement immobilier, c'est exactement la même chose. On va prendre l'immeuble, imaginons 250 000. Alors après, du coup, il y a une ventilation d'amortissement, mais on va fractionner ce prix-là,
et on va répartir du coup le coût de l'investissement sur les années futures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est purement comptable. Vous, dans votre trésorerie, ça se ressentira pas comme ça. Vous allez voir le prêt partir, quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est le principe de l'amortissement. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est, comme le disait Marie, en fait, c'est une règle vraiment qui s'applique normalement aux entreprises. Une entreprise... C'est pour éviter de les plomber, en fait, au niveau du résultat, c'est-à-dire d'éviter de plomber le résultat avec un gros investissement. Et puis même, c'est pour relater, finalement, la réalité du patrimoine d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète des biens qui vont perdre de la valeur par leur utilisation. Typiquement, l'exemple de la voiture est très juste. Une voiture, à partir du moment où vous l'utilisez, elle perd de la valeur d'année en année. Donc, il faut constater, dans le patrimoine de l'entreprise, un amortissement. Donc, il y a une constatation de la perte de valeur de cette voiture pour justifier qu'on va diminuer, que le patrimoine de l'entreprise fond par rapport à la perte de valeur de cette voiture et que donc on va pouvoir déduire cette perte de valeur du bénéfice taxable de l'entreprise. Donc ça, c'est parfaitement logique quand vous imaginez une usine avec des machines qui perdent de la valeur qu'il faut remplacer. C'est parfaitement logique pour que l'entreprise elle paye moins d'impôts qui lui permettent de réinvestir. Enfin, c'est dans une logique vertueuse pour les entreprises. Là où ça nous intéresse dans l'immobilier, c'est qu'en fait, on va marcher exactement comme une entreprise. Vous allez avoir votre bien immobilier qu'on va donc ventiler, alors comme disait Marie. Sur une société civile, hein, il faut vraiment le garder. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste le régime fiscal, c'est l'impôt sur les sociétés. Qu'on soit après dans une société commerciale ou dans une société civile, le régime fiscal est le même. C'est deux choses différentes. Le régime juridique d'un côté, le régime fiscal de l'autre. Donc, quand vous avez justement cet immeuble que vous allez pouvoir amortir, il va être ventilé. À l'époque, on amortissait directement l'immeuble. Alors, je sais plus, ça s'amortissait sur 30 ans, je crois. C'était simple, vous divisiez le prix de votre immeuble par 30 et chaque année, vous déduisiez un trentième de votre résultat. Maintenant, on aime bien se prendre la tête. On fait des composants et tout ça. Voilà, vous faites des composants, grosso modo, le terrain ne s'amortit jamais. Votre toiture, par exemple, va s'amortir sur 30 ans, votre gros œuvre sur 50 ans, votre électricité sur 15 ans, vos installations intérieures sur 10 ans, par exemple. Enfin, c'est pour refléter la réalité de ce que peut être un investissement immobilier, c'est-à-dire que dans le temps, vous allez devoir faire des travaux pour remettre en ordre le patrimoine de l'entreprise. La réalité maintenant du marché et de comment ça fonctionne vraiment dans les faits, c'est-à-dire que c'est très rare que votre bien perde de la valeur. Bon, à un moment donné, il faut bien faire des travaux parce qu'il y a des nouvelles normes énergétiques, parce que forcément, quand vous avez peint des murs, mis du placo, il peut y avoir des dégâts des eaux, ça s'abîme dans le temps, il faut le refaire. Voilà, ça c'est la réalité des travaux. Mais entre ce que vous allez constater comme perte de valeur de l'amortissement de votre immeuble et de la réalité de ce qu'il vaut aujourd'hui, vous allez constater finalement une baisse de valeur fictive de votre immobilier chaque année. C'est-à-dire que chaque année, vous allez peut-être déduire un trentième ou un quarantième de la valeur de votre immeuble sur votre résultat, donc il sera déductible directement de vos loyers, et en réalité, dans les faits, votre immeuble ne baisse pas d'une valeur autant. Mais pourtant, c'est parfaitement légal, hein. C'est pas un jeu comptable ou un jeu fiscal, c'est la loi qui le permet, et en réalité, où est-ce que l'administration fiscale se retrouve dans ce schéma-là ? C'est au moment où vous vendez. Parce qu'il faut bien voir que chaque année au 31/12, quand vous allez clôturer le bilan de votre SCI, vous allez avoir par exemple la totalité de vos loyers, 10 000, et peut-être qu'en face vous aurez constaté 10 000 euros d'amortissement de votre immeuble. Donc votre bénéfice net est de 0, vous n'êtes pas taxé, vous ne payez pas d'impôt. Je vous fais un schéma simple pour que vous compreniez bien. Et au moment où vous allez vendre votre bien vous l'aviez acheté 200 000 euros, vous le revendez 250 000 euros, mais par exemple vous l'avez gardé 5 ans, et chaque année vous avez déduit 10 000 euros d'amortissement de cet immeuble. Donc l'immeuble, d'un point de vue de sa valeur nette comptable dans votre bilan, il ne vaut plus 200 000 euros le prix que vous avez acheté, mais il vaut 150 000 euros, moins les 50 000 euros d'amortissement que vous avez pratiqué sur 5 ans. Et au moment où vous allez le revendre 250 000, vous allez non pas être taxé sur votre vraie plus-value, c'est-à-dire sur 50 000 euros, mais vous allez être taxé sur 100 000 euros. Donc la valeur que vous avez constatée de votre immeuble, moins les amortissements que vous allez pratiquer, et en réalité ça va vous faire payer plus d'impôts au moment de la vente. C'est le gros problème de la société à l'impôt sur les, de la fiscalité à l'impôt sur les sociétés, c'est qu'en fait au moment où vous vendez votre bien immobilier, vous alliez payer plus d'impôts que si vous étiez resté en fiscalité des particuliers. C'est vraiment là où l'administration fiscale se retrouve, c'est pour ça qu'elle vous permet de pratiquer cet amortissement, et c'est quelque chose que vous devez anticiper, parce que l'avantage de la société à l'IS, c'est que vraiment pendant la durée de vie de votre investissement, vous allez toucher vos loyers, rembourser votre prêt, vous allez payer moins d'impôts grâce à ces amortissements, mais au moment où vous allez vendre, en revanche, là vous allez être surfiscalisé par finalement la reprise des amortissements qui avaient été faits. Il y a d'autres avantages à la SI à l'IS du coup. Oui. On disait tout à l'heure que l'argent sur la SI à l'IR, vous en disposez comme vous voulez. Du coup, quand vous optez à l'IS, c'est plus tout à fait la même chose.
mais il y a quand même quelques astuces pour s'y retrouver. Oui, alors pour reprendre, là on avait vu ce qu'était un amortissement sur une société à l'IS et qui était le vrai avantage, mais en réalité vous avez beaucoup plus de charges que vous allez pouvoir déduire sur votre société à l'IS. Là où je vous ai dit qu'à l'impôt sur le revenu vous étiez taxé en revenu foncier, franchement en revenu foncier vous n'avez pas grand chose qui est déductible. Vous avez les travaux, à condition que ça ne soit pas un agrandissement du bien, ça doit uniquement être de la remise en l'état. À partir du moment où vous venez bonifier un bien, ce n'est plus déductible sur vos loyers, mais uniquement sur votre prix de revente. Et vous pouvez déduire vos charges de copropriété s'il y en a, vos assurances, vos frais de gestion de l'agence éventuels. Enfin, vous voyez, en revenu foncier, vous déduisez quasiment rien. À l'impôt sur les sociétés, vous pouvez déduire beaucoup de choses. Vous êtes comme une entreprise, donc vous pouvez éventuellement déduire si vous avez pris un logiciel pour éditer des quittances pour vos locataires. Vous pouvez déduire une partie de votre téléphone que vous utilisez pour gérer les locations. Vous pouvez déduire pareil sur votre ordinateur. Tous vos trajets seront déductibles. Donc par exemple, vous avez récupéré tous vos tickets de péage que vous avez utilisés pour aller voir votre bien immobilier qui est à 1 heure de chez vous. Ils sont déductibles. Vous pouvez déduire vos restaurants. Vos restaurants. Bon après les restaurants, faut pas abuser. On peut dire que quand vous êtes allé voir votre immeuble, vous avez fait un restaurant le midi sur place là-bas, vous pouvez le faire, faut pas non plus dire que tous vos restaurants que vous allez faire sont déductibles de SCI, mais vous allez pouvoir déduire vraiment beaucoup de choses. On peut aussi citer, même imaginons maintenant vous décidez de faire une formation en immobilier, vous pouvez la déduire de votre société parce que en fait, comme on le disait en introduction, vous pouvez payer avec votre société et donc le déduire de son bénéfice fiscal. Tout ce qui est dans son intérêt. Donc dès que vous allez faire une dépense qui est dans l'intérêt de la société, c'est déductible. Donc par exemple, je ne sais pas, mais on peut même imaginer que vous achetez une imprimante, vous n'aviez pas d'imprimante avant, vous achetez une imprimante parce que vous dites, bon mais voilà, je dois éditer des contrats de location, des quittances, l'imprimante est déductible. Donc vous avez beaucoup plus de choses à déduire et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que c'est à ce moment-là où surtout vous allez diminuer votre bénéfice fiscal et faire des économies d'impôts. Sachant qu'également, ça aussi c'est important, c'est que les frais d'acquisition sont assez élevés sur l'immobilier. En France, entre les frais de notaire, les droits d'enregistrement, les frais d'hypothèque, l'agence à rémunérer, grosso modo, vous êtes à peu près à 10% du prix de votre bien. Donc un bien que vous aviez acquis 200 000 euros, vous avez grosso modo à peu près 20 000 euros de frais au moment où vous l'achetez. Ces 20 000 euros-là, ils ne sont pas déductibles en totalité en revenu foncier. Vous allez pouvoir en déduire qu'une partie et le reste, vous devrez le déduire au moment où vous revendrez l'immeuble. Quand tu dis revenu foncier, c'est quand on est à l'IR. Quand on est à l'IR, voilà. Précise-le bien. Parce que... Oui, j'ai peut-être pas été assez clair, je vais un peu vite. Et c'est pour pas qu'on dure 1 heure aussi. Sinon t'imagines, ils vont durer 1 heure sur un podcast sur la fiscalité immobilière, ils vont avoir mal à la tête, c'est quand même pas l'objectif. Et donc pour revenir sur mes histoires de fiscalité, à l'impôt sur les sociétés, là par contre vous déduisez 100% de vos frais d'acquisition. Donc en fait les 20 000 euros que vous avez lâchés au moment où vous avez acquis votre bien immobilier sur votre SCI à l'IS, ils sont directement déductibles. Finalement votre fiscalité à l'IS, elle ressemble énormément à la fiscalité que vous avez en location meublée non professionnelle dont on avait parlé. Donc là vous pouvez déduire beaucoup de choses et vous pratiquez un amortissement sur le bien. C'est quasiment le même régime, hein. Là, la seule différence c'est qu'en location meublée non professionnelle vous êtes en nom propre, donc vous pouvez faire ce que vous voulez de l'argent parce que c'est le vôtre, alors que dans la société à l'IS, comme le disait Marie, c'est sur le compte de la société, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Et ce qui est très important, c'est de savoir que l'argent qu'il y a sur le compte de la société ne vous appartient pas et qu'il faut respecter des règles très scrupuleuses pour savoir à quel moment vous allez pouvoir le récupérer sur votre compte. Pour la SCI à l'IS, du coup, je vous conseille de prendre un comptable quand même qui vous dira ce que vous pouvez faire ou pas faire. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le métier, c'est peut-être pas ultra intuitif. Oui. Du coup, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on se rémunère sur la SCI à l'IS ? Parce que c'est ce qui nous intéresse quand même au bout d'un moment. Oui, de savoir à quel moment finalement le cash que vous avez sur votre SCI à l'IS, vous allez le récupérer in the pocket et pouvoir le dépenser dans autre chose. Alors c'est là où il peut y avoir un calcul qui se fait pour savoir si c'est vraiment intéressant pour vous de passer par une société à l'IS. C'est que c'est vrai que le gros avantage de la société à l'IS, c'est que le taux d'IS à 15%, il fait du bien. Il fait du bien, ça vous permet de vraiment grossir rapidement parce que vous allez avoir peu d'impôts tant que vous restez dans la SCI, vous allez pouvoir réinvestir rapidement, faire grossir le patrimoine et lancer cet effet boule de neige des intérêts composés. Et la problématique, c'est que quand vous allez retirer de l'argent de la société, donc vous allez avoir plusieurs cas. Soit vous avez ce qu'on appelle du compte courant d'associé. Donc le compte courant d'associé, c'est ce que vous avez déposé sur le compte de la SCI au moment où vous l'avez créé, qui a par exemple servi à payer les frais de notaire dont je parlais tout à l'heure. La banque ne veut pas vous les financer, vous devez les avancer de votre poche, vous les mettez sur le compte de la SCI. En réalité, la SCI vous doit de l'argent. Vous avez fait un prêt à votre SCI de 20 000 euros et à un moment elle devra vous le rendre. Donc ça c'est la première solution, c'est de récupérer son compte courant associé. C'est la meilleure des solutions parce que c'est la seule qui vous coûte 0 en impôt.
La deuxième solution, ça va être de récupérer du dividende. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que pour récupérer du dividende, il faut déjà avoir du résultat positif sur la SCI. Tout à l'heure, je vous avais pris un exemple où il y avait 10 000 euros de loyer, 10 000 euros d'amortissement en face. Pour mettre des chiffres un peu plus vrais, on pourrait imaginer 10 000 euros de loyer, 10 000 euros de charge. Grosso modo, si votre SCI fait 0, vous ne pourrez pas récupérer de dividendes de votre société, parce qu'en fait, il n'y aura pas de résultat distribuable. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que même si votre société fait du bénéfice, il faut attendre l'exercice suivant pour le faire. Donc, par exemple, vous créez une société en 2023, donc là maintenant, elle génère du cash, vous savez que vous voulez en récupérer une partie, vous allez devoir attendre de clôturer le bilan de la SCI, donc de clôturer le bilan de 2023 au 31/12, sachant que votre comptable, il va mettre 4 mois, voire 6 mois, vous le sortir, vous l'aurez un peu avant l'été 2024, et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura déterminé le résultat fiscal de votre SCI, et que vous aurez le montant du dividende potentiellement distribuable que vous pourrez récupérer. Donc ça aussi c'est important, c'est qu'il y a cet effet de décalage sur le cash que vous pouvez percevoir. Ensuite, comment est fiscalisé ce dividende ? Là encore, forcément l'État vient prendre un impôt, et l'impôt est de 30%, c'est la flat tax dont on avait déjà parlé, c'est la même que sur les crypto-monnaies qu'on avait parlé dans l'épisode précédent. Vous payez 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Là où c'est assez intéressant, je trouve, de payer la flat tax, c'est que 12,8 d'impôt sur le revenu, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de la société à l'IR, si vous étiez dans la tranche à 30, vous payez 30% d'impôt. Donc là, on voit 12,8 par rapport à 30, c'est quand même plus intéressant de payer la fiscalité du dividende, sachant que vos prélèvements sociaux, ils bougent pas, ils sont à 17,2 dans tous les cas. Vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà été fiscalisé sur mon IS avant. Oui, c'est vrai, vous avez déjà payé 15% d'IS. C'est la France, hein. C'est la France, exactement. La différence quand même que je trouve qui est plus intéressant et qui fait qu'aujourd'hui la société civile à l'IS est vraiment ce qu'il y a de plus puissant en termes de fiscalité du patrimoine, c'est que votre IS à 15%, il va rester dans la SCI. Donc ce que vous allez, par exemple, vous avez 100 euros à distribuer dans votre SCI, vous avez payé 15 d'IS, il reste 85. Vous allez être fiscalisé sur, donc vous avez payé 30% d'impôt sur 85. Donc vous allez récupérer, faudrait faire le calcul de tête, mais vous allez récupérer quelque chose comme 60 euros. Si je suis bon en calcul, tu nous fais le calcul ? 59,5. Est-ce que c'est pas magnifique ? On pourrait presque croire que je suis banquier. Donc c'est ce que vous allez récupérer. Alors que sur l'impôt sur le revenu, là pour le coup vous payez 17,2 de prélèvements sociaux et 30% d'impôt, donc ça faisait 47,2, et eux pour le coup ils étaient pas déductibles de l'un de l'autre. Donc en fait vous payez, vous vous retrouvez, si vous avez 100 euros sur la société civile à l'IR, vous allez vous retrouver avec 52,5 euros disponibles, alors que pour la même fiscalité à l'IS, en étant toujours dans le même schéma fiscal, il va vous rester 59,5. Donc vous voyez quand même que à partir du moment où vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, la SCI est bien plus intéressante que la société à l'IR. Ce qui est intéressant surtout avec la SCI à l'IS, en fait, il y a un espèce de coût d'opportunité que vous prenez, c'est-à-dire on peut déduire beaucoup de choses. Alors, je conseille pas de dépenser des choses perso sur la SCI, mais tout ce qui peut prêter à confusion, c'est-à-dire, je sais pas, allez, vous allez manger chez mamie dimanche, vous prenez l'autoroute pour aller chez mamie, en réalité, vous pouvez le passer sur la société. En fait, il y a tout ça aussi qui est intéressant et qui est à prendre en compte, qui ne passe pas dans la SCI à l'IR. Et je pense que c'est un vrai coup d'opportunité parce qu'au final, votre impôt est économisé, vous avez vraiment économisé quelque chose sur votre impôt. Exactement. Alors là, c'est vrai que je vous ai peut-être un peu perdu dans mes calculs. Si vous étiez peut-être en voiture, vous avez pris un rond-point, vous avez perdu et vous avez perdu toute la fin de mon explication. C'est pas très important. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans le régime fiscal de la SCI à l'IS, là où vous allez vraiment être gagnant, c'est effectivement sur les frais que vous allez pouvoir déduire. Soyez malin, retenez ce qu'on a dit en introduction sur qu'est-ce qui peut être déductible de la fiscalité d'une SCI. C'est tout ce qui est dans son intérêt. Donc réfléchissez un petit peu, si vous créez une SCI à l'IS, réfléchissez un peu de tout ce que vous dépensez qui pourrait être justifié comme étant dans l'intérêt de la SCI. On pourrait même prendre le cas extrême. Vous partez en vacances au Portugal, à Lisbonne, et sur place vous visitez des biens immobiliers pour votre SCI. Potentiellement que tout ou partie de votre billet d'avion est déductible du montant de votre SCI. Alors là, quand même, petit warning, faites-le vérifier par votre comptable.
Et surtout, justifiez bien sur place, donc il faut quasiment que vous ayez acheté le bien immobilier à Lisbonne, très clairement, ou faire une offre, et que vous ne fassiez pas en réalité 5 minutes de visite pour 2 semaines de vacances. Il faut que ce soit vraiment justifié, ou alors vous faites un retraitement. Peut-être que vous avez estimé que 20% de votre voyage a été alloué à la recherche de biens pour votre SCI, vous ne déduisez que 20% du billet. Ça en général, on appelle ça une ventilation, c'est le comptable qui le fait. Oui, c'est ça, c'est un retraitement. On retraite la quote-part perso pour retirer du coup de la charge ce qui représente, ce qui est affecté à la dépense perso de ce qui est affecté à la dépense professionnelle. Moi j'ai un client qui est comme ça, c'est un start-upper, donc vraiment les comptables savent. Mais tous les ans, il part à Miami et je vous jure qu'il déduit l'intégralité de son voyage à Miami. Et parce qu'il justifie qu'il va à un séminaire, il donne une conférence. Non, il va en prospection carrément. À Miami et c'est pas. Il a des justifs ? Vous vérifiez pas? Nous non, enfin vite fait en fait. Il va dire que il va apporter les preuves par exemple de la prise de rendez-vous avec l'agent IMO, ce genre de choses. Il fait des trucs. Est-ce qu'il fait assez pour déduire tout? Je suis pas sûre. À sa place j'aurais peut-être pas fait ça. Mais vous voyez que c'est possible en fait. Si un agent des impôts qui nous écoute, c'est quoi déjà le nom de sa start-up? Non, je plaisante. Il n'y a pas de délation. Pas de délation ici, c'est ce qu'on avait dit. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous devez retenir, c'est vous pouvez vraiment déduire tout ce qui est dans l'intérêt de votre société, mais qui peut vous concerner aussi, forcément c'est votre société, c'est la plupart du temps les gens ce que vont dire c'est ma SCI, ça je l'entends tous les jours au boulot, effectivement c'est votre société, si c'est dans votre intérêt et dans celui de la SCI, c'est déductible, ne soyez juste pas bête de déduire des choses qui ne le sont pas. Par exemple, un truc typique où on se pose souvent la question à SCI, c'est est-ce qu'on peut avoir un véhicule dans sa SCI? Très sincèrement, c'est compliqué. Moi, je le conseille pas. Je le conseille pas parce que déjà, les véhicules sont taxés. C'est-à-dire que vous payez une taxe sur les véhicules de société. Et c'est surtout que c'est bête parce que si vous avez votre véhicule perso à côté, vous pouvez vous indemniser en faisant des frais kilométriques. Et en réalité, si vous voulez vous faire 300 balles de frais kilométriques tous les mois, et vous avez le droit et c'est déductible. Il suffit de remplir un tableau Excel correctement et ça roule. Exactement. Après, là, encore une fois, c'est toujours, soyez malin. Si vous avez une SCI avec un appartement à côté de chez vous, commencez pas à déduire 40 000 euros 40 000 kilomètres de déplacement par an. Il y a toujours une histoire de cohérence. De cohérence, c'est ça. Maintenant, si vous avez une SCI avec 100 appartements dans toute la France, là, pour le coup, vous pouvez justifier que vous étiez toute l'année, tous les week-ends en train d'y aller. C'est toujours, soyez cohérent entre c'est toujours pareil dans la fiscalité, dans ce qui est déductible, dans ce qu'on peut prendre en compte, etc. Il faut toujours penser à raconter une histoire. C'est un peu ce que je vous disais quand vous aviez demandé votre prêt au banquier. Tant que vous racontez une histoire, que c'est cohérent et que c'est justifiable avec des factures de vos dépenses, à ce moment-là, vous pouvez le déduire. Mais gardez toujours à l'esprit que si vous faites quelque chose qui est incohérent ou est inexplicable, en cas de contrôle, vous aurez des problèmes. On passe au level supérieur. Peut-être que ça peut intéresser un peu plus les entrepreneurs qui font pas. Qui nous écoutent, pardon. Qui ont des startups. Qui ont des startups. Qui vont à Miami. C'est ça. Mais ça peut aussi intéresser ceux qui veulent quitter le Boomer Dream parce qu'au final, on fait quand même tout ça pour vivre une vie qu'on choisit. Et si par exemple la poterie, c'est ce qui vous fait vibrer et que grâce à l'immobilier, vous pouvez faire ça comme activité. Bon, du coup, je disais, en France, on a quand même des leviers fiscaux qui sont quand même assez intéressants. C'est là où vous vous rendrez compte que les très riches ne payent pas d'impôts. Tu peux nous expliquer ce que c'est une holding et dans quel cas on l'utilise et pourquoi ça serait intéressant de l'utiliser quand on a une SCI alias. Alors là, c'est le step supérieur du titre putaclic payer moins d'impôts avec une holding. Alors là encore, c'est pas juste en ayant une holding vous allez payer moins d'impôts, c'est plus compliqué que ça. La holding, c'est simplement une société qui détient des participations de d'autres sociétés et qui va le plus souvent les animer. Donc c'est là où on peut parler. L'objet social, c'est la gestion de cette société. Pour ceux qui ont fait du droit fiscal qui nous écoutent, vous aurez la notion de régime mère-fille. On va pas rentrer dans les détails, sinon je sais que je les assassine avec les histoires d'impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, sinon on va perdre des auditeurs. Donc simplement retenez qu'à partir du moment où vous avez une holding, donc vous mettez une société, que ça peut être une SCI ou une SAS, ça n'a pas d'importance. Vous avez une holding qui va détenir les parts de la SCI dont on parlait tout à l'heure, qui détient votre bien immobilier. Quand vous allez remonter les loyers
de votre SCI qui détient le bien immobilier dans la holding, il n'y aura quasiment pas de frottements fiscaux. Et c'est vraiment un régime qui est avantageux. Bon, après on dit un régime français, mais la réalité c'est que la France a été obligée de s'aligner à tous les pays du monde parce que vous allez dans tous les pays du monde, vous n'avez pas de fiscalité entre une société mère et sa société fille. Donc c'est pour ça que le régime de la holding est très puissant. C'est-à-dire que si maintenant vous commencez à avoir plusieurs SCI avec plusieurs biens immobiliers, parce que vous avez fait plusieurs opérations, plusieurs banques, enfin peu importe, il y a plusieurs raisons de faire une ou plusieurs SCI. Vous avez plusieurs SCI, vous prenez une seule holding qui va détenir l'ensemble de celles-ci et vous allez pouvoir centraliser la trésorerie, donc centraliser tout le cash disponible sur le compte de la holding. Et là, c'est plus simple parce que quand vous avez une holding qui commence à faire, qui fait justement une prestation de management, on appelle ça du managing fees, donc c'est le fait de faire de l'animation, donc de gérer la comptabilité, de gérer une facturation de gestion, facturation de gestion exactement des SCI qui sont en dessous. Là, pour le coup, votre société holding, elle est considérée comme faisant une activité commerciale, et là, vous pouvez déduire encore plus de frais, y compris éventuellement vous versez un salaire, parce qu'on n'avait pas parlé de la rémunération qui est possible en société, vous versez un salaire, mais dans une holding c'est plus cohérent que dans une SCI. Mais pour vous dire, moi j'ai des clients, bon ils sont pharmaciens donc rien à voir avec l'immobilier, mais ils ont des holdings, parce que quand on dépasse certains montants c'est quand même bien judicieux. Sur la holding, ils passent quand même des œuvres d'art, des meubles, en fait beaucoup de choses sont déductibles dans la holding, et ils ne seront pas retoqués en fait, c'est vraiment très puissant comme outil. Particulièrement quand la holding dégage beaucoup de cash. Là encore, il y a une notion d'ordre de grandeur. C'est sûr que si votre holding elle fait 1000 balles de résultats par an et que vous achetez des montres, des œuvres d'art, on va vous demander quel est l'intérêt finalement pour la holding. Maintenant, si votre holding elle fait 100, 200, 300, 400, 500 000 euros par an. Bah là, dans mon cas de mes pharmaciens, c'est 1,5 million à chaque fois. Bon ben voilà, là vous avez finalement une poche un peu plus extensive de ce que vous pouvez un petit peu dépenser qui est un peu plus difficilement justifiable dans le but de l'intérêt de la société, mais qui passera aux yeux de l'administration fiscale. Julien y tient, donc faisons un point sur le financement. Oui, effectivement, un autre gros atout de constituer une SCI, et particulièrement quand vous allez la mettre à l'IS, c'est de pouvoir faire financer vos investissements immobiliers auprès de la banque. On avait parlé dans l'épisode sur l'immobilier, vous avez aujourd'hui la contrainte des critères HCSF, donc qui est la limitation de l'endettement des particuliers à 35% de leurs revenus. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète parce que c'est vraiment une des clés les plus intéressantes dans une SCI, c'est qu'en fait, vous n'avez pas l'application des critères HCSF dans quasiment toutes les banques. J'ai su qu'il y avait certaines banques qui, même dans une SCI, appliquaient les critères. Ça, c'est des décisions de gestion de la politique de la banque. Mais retenez, grosso modo, quand vous passez à travers une SCI, votre taux d'endettement ne devient plus un problème. En réalité, si on prend l'ensemble de vos revenus, de vos SCI et tous vos prêts, peut-être que vous êtes à 70% de taux d'endettement. C'est pas grave. Tant que vous, en tant que personne physique en nom propre, vous n'êtes pas surendetté, vous endettez vos SCI, ce n'est pas un problème. Donc vraiment, c'est tout l'intérêt de passer dans une SCI, c'est d'être considéré comme ce qu'on appelle un semi-professionnel. Vous allez en réalité avoir un prêt professionnel, donc parfois avec un taux d'intérêt un peu plus élevé, mais vous n'aurez pas l'application de toutes les règles protectrices des particuliers, notamment des limitations du taux d'endettement. Donc c'est aussi un des intérêts de passer par le biais d'une SCI à l'IS pour emprunter. Pourquoi je dis à l'IS, c'est qu'il y a certaines banques qui vont vous demander si votre SCI est à l'IS ou à l'IR. Si vous êtes à l'IR, ils risquent de plus vous traiter comme un particulier, alors que si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, là c'est certain, ils vont vous considérer comme un pro. Pourquoi est-ce qu'on utilise également la SCI plutôt que la SAS dans le cadre d'un investissement ? C'est notamment parce que une banque, pour elle, vous devez faire une SCI pour acheter de l'immobilier. Si vous prenez une SAS, c'est aussi bête que ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. Si vous prenez une SAS, ils vont trouver ça bizarre et ils vont vous dire c'est anormal d'utiliser une SAS, alors qu'en fait juridiquement c'est pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y aurait risque de vous bloquer, alors que si vous passez par une SCI, vous aurez de grandes chances d'avoir votre dossier qui aboutit. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, on lance en même temps une nouvelle rubrique parce qu'on a eu quelques questions en commentaire ou en DM, et d'ailleurs j'en profite pour vous encourager à nous poser des questions, surtout n'hésitez pas, ça permettra d'alimenter cette nouvelle rubrique qu'on mettra à la fin de nos épisodes. Et justement là on a choisi 2 questions en lien direct avec cet épisode par un investisseur immobilier en devenir qui se posait un peu qui se torturait un peu l'esprit avec des questions de fiscalité assez précises sur les sociétés. Ça, faites pas les autistes et posez-nous les questions, en vrai on y répond avec plaisir. Avec plaisir. Du coup, il nous a posé comme question quel est l'impact dans une SCI de faire de la location meublée ou de la location courte durée. Donc j'entends Airbnb, je pense, c'était ça qu'il voulait dire.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'on l'a pas abordé dans cet épisode. Mais sachez que quand on parlait de distinction entre location, de SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, le type de location que vous faites a un impact direct sur la fiscalité. C'est-à-dire que dans une société imposée à l'impôt sur le revenu, vous ne pourrez faire que de la location nue. Si vous faites de la location meublée, c'est considéré comme une activité commerciale et votre régime fiscal passe directement à l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est une règle fiscale à connaître. Donc sachez que si vous avez un jour une SCI à l'IR et avec un appartement nu et que vous souhaitez le meubler ou faire du Airbnb, ce n'est pas possible, ou alors il faut changer le régime fiscal de la SCI. Et c'est pour ça encore une fois que la toute puissance de la SCI à l'IS réapparaît ici, c'est que voilà, faites une SCI à l'IS, vous pourrez louer en nu, en meublé, en Airbnb, ce que vous voulez. D'ailleurs, sachez que juridiquement, location meublée à l'année ou Airbnb, c'est, en tout cas dans le cadre d'une SCI à l'IS, c'est pareil, il n'y a pas de différence fiscale. Mais voilà, il y a une différence en revanche entre la location nue et la location meublée, mais dans la SCI à l'IS, on est taxé pareil. Ok, pour ça, il nous demande si les 15% s'appliquent sur le chiffre d'affaires. Alors, oui, alors c'est une notion très importante, on insiste. C'était le taux d'IS dont on a parlé tout à l'heure qui est de 15% en SCI et c'est un taux d'imposition sur votre bénéfice net, pas sur votre chiffre d'affaires. Produit moins dépenses. Exactement. Produit moins charge. C'est-à-dire que votre loyer, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de votre SCI. C'est, par exemple, vous avez un boulanger, voilà, dès qu'il vend une baguette, il encaisse le prix de la baguette, c'est du chiffre d'affaires. Ben voilà, dès que vous encaissez un loyer, c'est du chiffre d'affaires. Maintenant, vous devez déduire les charges. Donc, il y a toutes les charges qu'on a énumérées tout à l'heure qui sont déductibles, vos amortissements, et c'est seulement à la fin que on va retenir le montant fiscalement imposable de votre SCI, et c'est sur celui-là que vous allez payer 15% d'impôt. Je pense qu'on peut légitimement estimer que sur une SCI en vitesse de croisière, vous avez grosso modo entre 50 et 60% de charges qui se trouvent assez facilement pour diminuer votre bénéfice imposable. Donc si vous avez un loyer annuel de 100, vous serez fiscalisé à peu près sur 40. Et c'est sur ces 40 que vous allez payer 15% d'impôt. Donc vous voyez, vous allez payer finalement 6%, je calcule de tête rapidement, mais vous allez plus ou moins payer 6% d'impôt sur les loyers que vous allez toucher. Et c'est justement une des grosses forces de la SCI à l'IS. Mais retenez bien voilà, que ce taux d'imposition, il n'est pas sur votre chiffre d'affaires, il est vraiment sur votre bénéfice net. Et en réalité, en fiscalité, tout se joue sur comment faire baisser mon bénéfice net. En réalité, quand vous êtes dans le monde des affaires, vous voulez toujours avoir le plus gros chiffre d'affaires possible, on veut les plus gros loyers, vous avez un business, vous avez le plus gros chiffre possible. En revanche, quand il s'agit de passer à la caisse pour les impôts, là, pour le coup, on veut essayer d'avoir le bénéfice fiscal le plus petit possible. Dernière question du coup qui nous a été posée. Si par exemple on achète un bien immobilier en SCI et qu'on a des enfants, est-ce qu'on peut utiliser la SCI pour leur transmettre le bien ? Alors c'est vrai qu'à la base on n'a pas créé les sociétés pour optimiser les transmissions, mais ça peut servir de véhicule. Il y a des schémas qui existent, notamment par le biais des donations de parts à des enfants, de constitution de sociétés avec directement les héritiers associés ou éventuellement avec des systèmes de démembrement. C'est assez technique, on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on sortirait du schéma de la SCI. C'est important de le dire que parfois ça peut être un facilitateur, la SCI, pour investir en couple notamment, parce que parfois quand vous avez des revenus qui sont différents, que vous n'êtes pas marié, parfois on veut plutôt éviter le régime de l'indivision qui est pas vraiment pertinent lors de vos investissements, et notamment quand vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, la SCI c'est un très bon outil, comme exactement le jour où vous aurez des enfants pour leur transmettre. Donc, je rentre pas plus dans les détails, mais c'est vrai que c'est un outil qui est assez intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Si vous nous avez écouté jusque-là et que vous avez survécu à toutes nos explications juridiques et fiscales, bravo à vous et un grand merci d'être arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes, ça nous aide vraiment à faire progresser ce podcast de semaine en semaine, et à nous suivre sur les différents comptes des réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et LinkedIn. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.